Jeff Caron. Jeff Caron. Jean-François Caron, elbows up! On se donne le coude ce matin. On se donne le coude, ça va? Oui, ben oui, toi? Très bien. Très bien, très fier de mon premier ministre. Va faire des câlins au premier ministre de la Pologne. Et jamais allé au Mexique. Pourtant, ça serait notre partenaire commercial après les États-Unis. Non, on va aller se faire voir en Ukraine. On va aller donner quoi, 2 milliards? On n'a pas une scène, mais c'est pas grave. On va aller donner 2 milliards de plus. Ça fait 22 milliards quand même. Ça a l'air de rien, hein? Oui. Ben écoute, non seulement on n'a pas d'argent, mais vous avez sûrement vu dans le journal ce matin qu'on prévoit un déficit cette année de 92 milliards de dollars. Oui, mon ami. C'est super, hein? Le Canada est géré par un banquier qui ne sait pas compter. Exact. En tout cas, c'est les vacances de la construction viennent de se terminer. Fait que si vous vous plaignez là, à votre conjoint ou conjointe que vos vacances vous ont coûté 500 pièces de plus que prévu, là, ben dites-vous que Carney, lui, il vit dans une autre dimension parce que quand il part en voyage, là, ça vous coûte à vous autres 2 milliards de dollars. Puis ça, c'est la somme supplémentaire qui vient de finaliser parce qu'elle avait déjà été annoncée en juin dernier pour l'Ukraine. Donc, les 2 milliards qui viennent s'ajouter aux 20 que le Canada a donné au cours des dernières années. Ce qui fait que le Canada est le pays dont la contribution par habitant est la plus élevée. Puis ça, Carney en est super fier. Donc, ça représente à peu près 550 pièces par citoyen canadien. Mais évidemment, c'est beaucoup plus si on calcule ce que ça représente pour les contribuables. Mais tu sais, au-delà de l'immensité de ces dépenses-là, moi, je pense qu'elles représentent quelque chose qui est beaucoup plus fondamental. Pour moi, ça montre à quel point le Canada est dans un réalignement stratégique avec l'Europe, puis qui cherche à s'éloigner des États-Unis à tout prix. Puis, tu sais, je trouve ça paradoxal parce qu'au même moment où les États-Unis tentent de mettre fin à la guerre, le Canada, lui, annonce qu'il va continuer à envoyer des chars, des munitions puis des drones à l'Ukraine. Donc, bref, pendant que les États-Unis cherchent à éteindre le feu, Carney puis tous les autres chefs d'État puis de gouvernement européens s'amusent à verser de l'essence dessus, là. Puis, on peut se poser la question, pourquoi? Puis, tu sais, dans un texte récent, en fait, d'hier, de Loïc Tassé, dans le journal de Montréal, moi, je pense que ça montre très bien c'est quoi les fondements de cette vision-là du Canada dans le monde que Carney a. C'est une vision parallèle, en fait, qui n'est pas du tout complémentaire à celle qui prévaut aux États-Unis. Puis je vous rappelle le discours de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, en janvier dernier. Lui, il disait que dorénavant, les États-Unis ne vont agir sur la scène internationale qu'en fonction de maximiser leurs intérêts nationaux, en particulier leur économie puis leur sécurité. Donc, pour les États-Unis, c'est une vision très, très, très réaliste qui fait fi d'une vision manichéenne du monde, divisée entre les gentils et les pas fins. Mais le Canada, lui, est sur une autre planète. C'est la planète carnéienne, une planète très moralisatrice où il y a des bons puis des méchants, puis il faut en aucun cas parler ou s'aligner avec les méchants. Puis c'est ça, dans son texte d'hier, Tassé, il écrivait ceci, puis je le cite, puis pour moi, ça représente vraiment là, la nature de la politique étrangère que Carney est en train de développer. Donc, Tassé écrivait ceci. « Plus que jamais, le Canada et le Québec doivent s'éloigner des puissances expansionnistes ou autoritaires et se rapprocher des autres pays. Le Canada et le Québec seront de plus en plus obligés de compter sur eux-mêmes et sur quelques alliés solides. Parmi ces alliés se trouvent presque tous les pays européens, ainsi que la Corée du Sud, le Japon, l'Australie et quelques autres pays sous l'emprise d'un autoritarisme faible. Par conséquent, les liens politiques, économiques et culturels avec les autres pays devraient être réduits et ces pays ne devraient plus bénéficier de politiques favorables de la part du Canada. » Pour moi, ici, là, c'est la synthèse de ce que Carney est en train de faire. C'est une vision qui avait déjà été proposée d'ailleurs par Chrystia Freeland dans un discours il y a quelques années aux États-Unis lors d'une cérémonie de commencement d'année universitaire. Donc la politique étrangère pour Carney, c'est ne parler qu'aux gentils. Puis lorsqu'on regarde là, la quantité de pays gentils, sa planète, ça fait pas beaucoup de monde autour de la table, hein? Quand on sait que le nombre de démocraties dans le monde a diminué sans interruption depuis 2006. Puis aussi, ça veut dire ne faire affaire qu'avec les gentils. Puis, pourtant, le Mexique est gentil. C'est pas un réaliste, c'est un idéaliste en termes de schéma d'analyse de relations internationales. Quelqu'un qui est réaliste aurait été voir la madame qui gère le Mexique. Et question de se mettre amis et peut-être demander de faire une alliance et d'aller voir Donald.
C'est donc, mais C'est tu ça. peux pas faire fi de ton voisinage aussi. La réelle politique, c'est que c'est un pays de l'Amérique du Nord, le Canada. C'est le fun C'est d'être ça. ami avec la Pologne. C'est amusant, mais à la fin de la journée, tu es un pays nord-américain. La politique, la géographie devrait faire ta politique. Et lui fait abstraction de ça. Le roi, donc une approche monarchique ou quasi-monarchique, quasi-british, il roule à l'envers du trafic avec l'Ukraine, puis il va faire des câlins avec la Pologne. Allô, la Terre? Oui. Et ça aurait été normal, puis c'est de coutume aussi que le premier voyage du nouveau premier ministre canadien, ça soit toujours à Washington. Mais lui, le banquier, il a préféré aller à Paris puis à Londonistan. Tu sais, c'est vers l'Europe que Carney se tourne puis voit l'avenir du Canada. Donc, un continent de gentils qui, dans le contexte de la guerre en Ukraine, s'enfonce dans des décisions de licorne qui vont durablement miner l'avenir du continent. Mais il dit européen. n'importe quoi. Je vais envoyer des soldats advenant la paix. On n'a pas de soldats. On a de la misère à envoyer des soldats pour se pratiquer en Lettonie. Et on les salue, nos soldats là-bas. Il y en a beaucoup de Valcartier qui sont là. Mais on est... Et là, je comprends qu'on a été contraint d'investir dans notre armée. Fort heureusement que Donald est là. Sinon, on continuerait dans la même voie. Mais on n'a pas de soldats. Ils rêvent dans le vide. Et l'autre chose, oui, on les a vus, ces vidéos-là de conscription radicale en Ukraine où on va kidnapper des gens dans les rues. Et là, je ne sais pas si tu as vu le dernier vidéo, c'est carrément un père qui veut s'interposer parce qu'on est venu kidnapper son fils pour l'envoyer au front. C'est une conscription radicale en Ukraine. C'est Ici, du c'était le kidnapping. fils du kidnapping. Ouais. Qu'est-ce que le Canada fait avec ça? Le Canada approuve ça? Vraiment? Vous en êtes rendu là? En continuant à envoyer de l'armement puis des milliards et des milliards de dollars, on se fait complice de ce genre de décision-là de la part du gouvernement ukrainien qui condamne des milliers de jeunes hommes dans la fleur de l'âge à aller se faire massacrer dans des Ils sont tranchées. en train de tuer le pays à petit feu. On peut-tu en parler de cette réalité-là? Je sais pas, il y a combien de millions de personnes de moins qui habitent en Ukraine? Il y a eu les réfugiés qui sont rendus surtout en Pologne. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont partis au Canada. Mais on est en train de tuer ce pays-là avec un déséquilibre au niveau des genres, beaucoup plus de femmes que d'hommes. Hey, ça ne fera pas un pays fort, ça, à la fin de la journée. Là. Ben non, écoute, de mémoire, en 1991, l'Ukraine avait à peu près 50 millions d'habitants. Puis, c'est comme c'est un pays pauvre, la démographie, même avant la guerre, était pas très, très élevée. Donc, il y a eu un déclin démographique avec la partie du pays qui a été annexée par la Russie, puis le départ d'à peu près 6 à 7 millions de réfugiés. Il y a des gens qui disent qu'il resterait en réalité en Ukraine à peine une trentaine de millions de personnes. Mais tu sais, quand tu passes en l'espace de 30 ans de 50 millions à 30 millions, puis comme tu dis, tu sais, les réfugiés, là, c'est pas les hommes, parce que les hommes ne peuvent pas quitter le pays. C'est les jeunes femmes qui ont quitté le pays depuis 3 ans et demi, là. Ces jeunes femmes-là ont déjà refait leur vie en Europe, là. S'il y a une fin à ce conflit-là dans 6 mois, elles vont pas retourner vivre en Ukraine. Là. 84% femmes, selon les derniers chiffres. Bon, puis les hommes qui vont rester, bien, ça va être des hommes qui, non seulement physiquement vont être maganés, mais psychologiquement vont aussi être drôlement amochés, là. Je pense que je vous l'avais dit il y a 2 ou 3 semaines, l'Ukraine, ça va prendre à ce pays-là 100 ans avant que le pays soit en mesure de se refaire une pyramide démographique normale. C'est ça, pour moi, la plus grave tragédie du peuple ukrainien. C'est des territoires, là, ça se perd, mais ça peut éventuellement, un jour, peut-être, se reprendre, soit par les voies militaires ou par des voies politiques. Mais une démographie amputée comme celle-là, là, ça laisse des traces pour des décennies et des décennies. Puis ça, il n'y a personne qui en parle, puis je trouve ça franchement vraiment triste. Mais on fonce tête par en avant. On va poursuivre la guerre. Puis c'est pas le fait de dire « Ah, vous parlez à Poutine, vous l'aimez. » Non, il faut être réaliste à un moment donné. Oui, il y a un agresseur. Oui, il y a eu l'invasion de territoire. Et oui, on doit donner des territoires pour en arriver à... Mais les gens ne veulent pas entendre parler de ça. Les gens ici qui sont les Bleeding Hearts ou les... C'est pas la question. On l'aime, l'Ukraine. C'est pas ça le point. Le point, c'est qu'on vit dans le réel. Il est 9h19, là. Puis il y a des territoires qu'on ne pourra pas récupérer. À moins d'envoyer un missile sur Moscou. Mais ça me tente pas, là. Non, moi non plus. Il faut être réaliste à un moment donné. Puis ça n'empêche pas de dire que c'est un salaud, Poutine, oui, mais il faut avancer, là.
Oui, mais ces gens-là qui appuient Carney puis qui sont tout à fait d'accord avec l'envoi de milliards et de milliards, puis c'est des gens qui vivent dans la même réalité moralisatrice, idéaliste de Carney. Pour eux, ces gens-là, le monde est divisé en deux catégories. Tu as les bons, les gentils, puis tu as les méchants, les pas fins, puis on ne doit jamais, jamais pactiser avec les pas fins, parce que si on fait ça, c'est comme ça revient à pactiser avec le diable ou avec Hitler. Donc, il faut continuer jusqu'à la victoire finale. C'est une guerre, c'est une croisade pour ces gens-là, c'est une guerre religieuse. Donc ça fait en sorte, imagine, ils ont un objectif religieux, donc qui est complètement inatteignable. Donc ça fait en sorte que leurs stratégies sont complètement mésadaptées, puis ils font ça fait fi du réel. Alors que le gars de l'autre bord de l'Atlantique, à Moscou, lui, il a une vision réaliste. Il regarde ce qui se passe sur le champ de bataille, puis il prend des décisions en fonction de ses moyens, puis de ce qu'il peut accomplir. Hey, va-tu avoir la paix? Ça va-tu arriver? Ah ben oui, éventuellement un jour. Non, mais éventuellement, mais la stratégie Poutine-Trump, Trump-Poutine, appelle ça comme tu veux, là. Est-ce qu'on va avoir une troisième période dans le match? Première période, l'Alaska. Deuxième période, à Washington, avec les écoliers dans le corridor. Troisième période, ça va ressembler à quoi? Écoute, le problème, c'est qu'à la troisième période, il va falloir qu'on commence à entrer dans le vif du sujet, qu'on commence à aborder des points litigieux. Puis c'est quand on va commencer à aborder ces questions-là que les frustrations, les résistances vont commencer à se montrer. Puis là, ça va bloquer. Tu sais, en Ukraine, les sondages le montrent, les Ukrainiens ne veulent pas céder le moindre pouce de leur territoire à la Russie. Exact. Ces gens-là, ils sont prêts à continuer à se battre jusqu'à la fin. Puis d'une certaine façon, je les comprends parce que c'est un truc très culturel ici dans la région. Tu sais, l'Union soviétique, pendant la Seconde Guerre mondiale, là, ils ont perdu 20 millions de Soviétiques pendant 4 ans de guerre parce que pour eux, il fallait absolument à tout prix qu'ils reprennent l'entièreté de la souveraineté de leur territoire. Bon, bien, les Ukrainiens, là, ils ont encore une mentalité post-soviétique comme celle-là. La souveraineté ne se transige pas, que ce soit en Russie ou en Ukraine. Donc, de part et d'autre, les Russes, ils vont tout faire pour non seulement ne pas reperdre une partie de leur territoire, comme ça a été le cas dans la région de Koursk, mais les Ukrainiens qui ont cette même mentalité-là ne peuvent tout simplement pas accepter de perdre une partie de leur souveraineté. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans les sondages, même si c'est un carnage pour leur population, ils sont prêts à aller jusqu'au dernier homme. Donc, il y a ça aussi, là. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir en arriver à une négociation puis faire entendre raison tant à Poutine qu'à Zelensky? Asseyez-vous, négociez, puis si on doit donner des terres à l'un et à l'autre, bon, ben c'est ce que la réelle politique exige. Mais il y a cet aspect-là pour les Ukrainiens et pour les Russes. C'est un big no-no. Ça ne se négocie pas. Et tu as l'aspect aussi de la force de... C'est la force de l'Europe. Tu es obligé d'inviter Van der Leyen dans le meeting alors que c'est un non-élu. Il y a la France qui est une catastrophe aujourd'hui. Ça se peut que tu aies un renversement de gouvernement aujourd'hui, là. On parle de tutelle possible ce matin. Une dette incroyable. Le gouvernement qui est en déroute totale. Ça, c'est sans parler de l'Angleterre qui est aux prises avec des manifestations grandissantes islamistes et de l'immigration débridée. Tu sais, il y a des pays qui sont... Et tu as le commissaire, pas le commissaire, mais le chancelier allemand autour de la table qui disait quasiment le contraire de ce que les autres Européens disaient. La flûte fausse dans la parade, là. Ben c'est ça le problème, c'est que t'as trop de joueurs de flûte dans l'orchestre. C'est ça. Puis le problème, c'est que t'en as plus de la moitié qui savent pas jouer de la flûte. C'est ça. Puis essaie d'avoir une symphonie des gens qui parlent d'une même voix dans un contexte comme celui-là, ça fonctionnera pas. Fait que le problème, c'est que t'as trop de monde autour de la table. À vouloir inviter le président finlandais, puis Van der Leyen et compagnie. Là, mais c'était juste Zelensky au début. Fait que Zelensky s'est reviré de bord. Puis il a invité ses chummés. Hein? J'ai peur qu'il me bully comme la dernière fois. C'est pour ça qu'il a invité 15 autour de la table. Son support group, ouais, mais est-ce qu'il va exiger la même chose quand il va s'asseoir avec Poutine? Il va falloir qu'il y ait... Ben, c'est ça. Fait que, à un moment donné, là, ça a été très beau. L'artifice, là, cette rencontre-là en Alaska, puis ensuite à la Maison-Blanche, ça a créé beaucoup d'espoir. Mais pour moi, pour l'avenir rapproché, ça va rester juste des espoirs.
Parce que, de part et d'autre, là, tant les Ukrainiens que les Russes... les Russes n'ont pas intérêt à mettre un terme à la guerre parce qu'ils gagnent, ils grignotent du territoire ukrainien à tous les jours, puis ils sont capables de continuer l'effort de guerre pour encore à peu près 2 ans, alors que c'est pas le cas du côté ukrainien. Ils sont à court d'hommes. Puis du côté des Ukrainiens, comme je te l'ai dit, ils sont prêts à se battre jusqu'au dernier homme. Jusqu'au dernier homme, là. Ouais. Merci beaucoup, Jean-François. Et pendant ce temps-là, Freeland est sur les lignes de côté, elle est plus ministre, mais elle tape des mains, bien content. Le lobby ukrainien content. Tout à fait. Merci beaucoup. Salut, ciao. bye.